Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web Weekend. Merci d'être avec nous. Comme chaque fin de semaine, on fait le point sur l'actualité de ces 7 derniers jours. On reparlera du djihad en ligne, d'une application qui n'a pas besoin d'internet pour se connecter. Et nous terminerons avec le top 5 des images internet de la semaine. Reste avec nous, on commence tout de suite. On commence avec l'actualité politique qui a été dominée cette semaine par le djihadisme en Syrie. Lundi, on a appris le contenu de l'article 6 du projet de loi antiterrorisme en France. Il permet d'effectuer un blocage administratif de sites internet djihadistes et ce, sans passer par un juge. Il donnera ainsi la possibilité, je cite, à l'autorité administrative de demander aux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer sans délai des sites incitant au terrorisme. En plus de ce blocage, les fournisseurs d'accès à Internet devront donner à leurs abonnés le moyen de signaler des sites Internet incitant au terrorisme. Le juge, lui, n'interviendra qu'a posteriori pour vérifier les modalités d'établissement de la liste des sites bloqués. Écoutez ce que nous disait à ce sujet l'ancien juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière. Est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel français va valider cette disposition ? Je pense que oui. On a déjà des dispositions qui existent dans la loi de programmation militaire qui donnent des pouvoirs élargis à l'autorité administrative dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et donc des possibilités de demander aux fournisseurs d'accès de communiquer administrativement, donc sans l'intervention de juge, un certain nombre de données qui sont nécessaires. La seule chose, c'est que ces informations ne sont pour le renseignement et ne seront pas utilisables dans un cadre judiciaire, du moins tel quel. Et est-ce que les juges, de leur côté, vont accepter d'être appelés qu'a posteriori à vérifier la conformité du blocage ? Est-ce que les juges vont accepter d'être relégués à un stade, finalement, après la décision ? Non, je pense que je n'ai pas encore toutes les dispositions de la loi et qui n'est pas ni votée ni discutée. Je pense que on est dans un cadre administratif. On aurait pu très bien envisager même pas d'intervention d'un juge. Là, il s'agirait d'une légalisation, en tout cas d'un contrôle formel concernant les conditions dans lesquelles ces dispositions, et notamment ce blocage, ces blocages de sites interviendraient. Je pense qu'aujourd'hui, il est important, face à la montée de toutes les formes de l'islamisme radical, d'Al-Qaïda, on le voit avec la Syrie, malheureusement l'Irak va peut-être supplanter ou en tout cas rajouter à la Syrie. On est confronté à des menaces sans précédent, d'une nature nouvelle, enfin nature peut-être pas, mais en tout cas avec des afflux, c'est sans précédent, je veux dire, sur le plan de l'aspect purement quantitatif, même qualitatif, et donc il faut se doter quand même d'instruments adaptés. Je pense qu'on fait preuve de réactivité, et la France a toujours été, de ce point de vue-là, très, très pragmatique et très réactive à l'égard de la menace. On reste en Syrie sous un angle bien différent. On connaît malheureusement aujourd'hui le phénomène des jeunes Européens qui quittent leur foyer pour mener une pseudo-guerre sainte en Syrie. Ces jeunes étaient, comme leurs concitoyens, très connectés aux réseaux sociaux et à la culture en ligne. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont gardé cette même culture une fois arrivés en Syrie. D'une part, pour communiquer avec leurs proches via Facebook, par exemple, mais aussi pour plaisanter, vous le voyez à l'écran. Le résultat de ce mélange est djihadiste, geek et surréaliste. Écoutez ce que nous disait sur ce sujet Benjamin Ducol. Écoutez, je pense qu'il y a tout d'abord une très forte différence entre ce qui se passe actuellement du côté de la Syrie et ce qui a pu se passer par le passé, on va dire du côté de l'Irak ou du côté de l'Afghanistan. Pour les conflits précédents où on avait énormément de groupes djihadistes, la communication était beaucoup contrôlée par les groupes insurgés eux-mêmes, qui laissaient finalement très peu de marge de manœuvre à on va dire des initiatives autonomes ou individuelles. C'est plus du tout le cas avec la Syrie, avec une multiplication des groupes djihadistes, avec une multiplication des volontaires étrangers qui sont sur place. Et donc, on a eu une facilitation progressive de, finalement, cette autonomisation de la communication. Et donc, ce qui explique pourquoi on a beaucoup, notamment d'individus en provenance d'Europe, qui communiquent par eux-mêmes, finalement, qui sont très peu contrôlés par les groupes insurgés eux-mêmes et qui vont communiquer à leur bon gré, mettre en avant des plaisanteries, mettre en avant leur vie quotidienne sur le web. Alors, est-ce que ces plaisanteries, tout de même, sont dénuées de tout message politique ? Non, bien sûr que non. Et il faut, à mon avis, il faut effectivement les regarder de très très près. Quand on regarde, par exemple, la nature de ces plaisanteries, elles ont toujours une mission derrière. Alors, il y a différents types de missions. Parfois, la mission, ça va être
de faire passer un message sur la dimension fun, la dimension attractive du djihad en Syrie, à quel point ça peut être quelque chose de plaisant, comme une vaste entreprise en tamis. Des fois, on va par exemple tracer la ligne entre l'ennemi et l'ami, en mettant en avant qui sont les amis, qui sont les ennemis de manière assez humoristique. D'autres fois, c'est aussi dans la lutte intra-djihadiste, notamment entre Jabhat al-Nusra et l'État islamique en Irak, on va essayer de faire des plaisanteries qui vont attaquer l'autre groupe pour essayer de le décrédibiliser. Donc il y a à chaque fois, il y a une culture qui est assez, on va dire, typique d'Internet, mais qui cache derrière finalement quand même un certain nombre de discours et d'objectifs idéologiques. Mais et comment est-ce que les autres djihadistes sur place voient ces tendances, c'est-à-dire les djihadistes syriens qui étaient déjà sur place, qui voient des Européens arriver, des jeunes Européens qui utilisent Facebook pour faire des plaisanteries, comment est-ce qu'eux ils perçoivent ça ? Je pense qu'il y a un accueil mitigé. Il y a un accueil de la part des groupes, de certains groupes extrêmement hostiles, de toute façon de manière générale, aux combattants étrangers, qui les voient un peu comme des gens qui interviennent sur le théâtre syrien alors qu'ils ne sont pas chez eux. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi une partie des groupes, y compris l'État islamique en Irak et au Levant, qui lui voit finalement d'un assez bon œil finalement cette communication qui est assez légère et humoristique, parce que finalement c'est ce qui vient rejoindre les recrues potentielles qui pourraient rejoindre ce groupe insurgé sur place. On parle à présent de l'État islamique en Irak et au Levant, ce groupe terroriste qui mène la guerre en Irak comme sur le net. Vous en avez déjà parlé dans cette émission, il y a une vraie stratégie en ligne pour intimider le monde. Dernier exemple en date, une vidéo publiée sur Internet où on y voit des plans aériens, des explosions filmées au ralenti. Ça ressemble même à la bande-annonce d'un film américain pour l'été, et pourtant il s'agit bien de la dernière longue vidéo de propagande du groupe djihadiste sunnite. Et ne pensez pas que la propagande a un rôle mineur dans le conflit. D'après des analystes, la chute de Mossoul entre les mains des djihadistes a été facilitée par cette même propagande. Regardez un extrait. Allez, on passe au sujet tech de la semaine. On va retourner en Irak où la crise continue. Nous avions déjà parlé dans nos précédentes émissions de la décision du gouvernement irakien de couper l'accès à Internet dans certaines régions du pays pour lutter contre la propagande islamiste. On vient justement de voir. Du coup, sur place, une application qui permet de dialoguer quand il n'y a pas de réseau Internet se trouve très utile. Ça s'appelle FireChat et ça utilise la technologie du Bluetooth plutôt que celle d'Internet. D'après les estimations, plus de 40 000 téléchargements de l'application ont été recensés en Irak en une semaine à peine. Et on comprend pourquoi, étant donné que FireChat ne peut pas être bloqué, l'application se trouve très prisée. Avant les Irakiens, c'était les Taïwanais et les Iraniens qui avaient téléchargé en masse FireChat, dans les deux cas pour contourner la censure de leur gouvernement. Et maintenant, je m'adresse à ceux qui n'en peuvent plus des réseaux sociaux. Nous avons un plan de vacances pour vous. C'est un camp d'été coupé de tout réseau social et smartphone. Dès votre arrivée, vous devez rendre votre téléphone à des volontaires à l'entrée. Le camp vous permet de vous couper de Facebook, de Twitter et de tous les autres médias qui habituellement polluent vos conversations. Ça coûte 570 $. C'est pas donné, mais il faut savoir ce que vous voulez. Regardez la publicité du camp de vacances. Hey there. In the air through the trees. Camp is a safe place where you can be yourself and just have fun. It's a digital detox. No cell phones, no computers, no cameras. You were completely off the grid. It was fun to just be free. Met a lot of people. I got to show up in a way that I don't think I've shown up in the world. It was the best thing that I've done. Not only are you accepted, but you are celebrated. Everyone was being present, everyone was supporting each other, everyone was loving each other, everyone was playing with each other. Running into somebody who just has a huge smile on their face, and you're like, what are you smiling about? Being around inspiring, talented, creative people with intentions can profoundly change you in a very short period of time. If you just be the best you that you can be, people are going to gravitate to that. It doesn't matter if you're a musician or if you're the CEO of a company when you're doing archery. I expressed myself more in 4 days at camp than I had in probably 4 years. Alors, non seulement ça ne me fait pas rêver du tout, mais en plus, sachez, pour ceux que ça intéresse, que l'alcool est interdit dans ce camp, à bon entendeur.
On va voir aussi à présent une chaîne de pizza dans le nord du pays affirme lancer la livraison de ses produits via des drones, des appareils volants sans pilote. Les boîtes descendent du ciel avec une corde. La chaîne de pizza, vous vous en doutez, elle est très fière de sa prouesse. Elle a diffusé sur Internet une vidéo de ses commandes. Elle l'affirme, le projet est très sérieux, ce n'est pas qu'un coup de pub. D'après le directeur de la chaîne, 6 pizzas ont été vendues en 1h30 grâce au drone, ce qui lui permet de penser qu'il y a là un vrai modèle de marché. Regardez à quoi ça ressemble. Je me demande quand même dans quel état la pizza arrive. Allez, on passe au sujet décalé de la semaine. Je n'en finis pas d'aimer les vidéos filmées avec des caméras GoPro. Ça tombe bien, on en a parlé cette semaine. Après les vidéos aériennes, voici la chute comme si vous y étiez. Drop it! Allez, on termine l'émission avec le top 5 des images internet de la semaine. Et pour parler de ce top 5 des images internet de la semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Duhamel qui fait une entrée fracassante sur ce plateau. Laura, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, c'est bon, vous êtes installée? On va faire avec. On va faire avec. D'accord. Alors, on commence avec la morsure la plus médiatique de l'année. Évidemment, elle est signée Suarez lors du match avec l'Italie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Suarez est un récidiviste. Il avait déjà été suspendu en 2010 pour morsure. Il y a une muselière et donc, dans votre image. ce qui... pardon? Il a une muselière dans l'image que vous avez choisie. Oui, alors voilà, donc c'est ce que je disais, ce qui lui avait valu à l'époque le surnom de cannibale. Alors aujourd'hui, il a gagné quelques galons, donc la presse évoque d'autres surnoms. Alors on évoque les Dents de la Mer, Vampire Academy et autres fantaisies. Mais cette morsure, Julien, eh bien c'est aussi 2 millions de tweets et 670 €. 670 € gagnés par un Norvégien qui avait parié il y a plusieurs semaines que Suarez allait mordre pendant le mondial. Et donc l'image, c'est évidemment une des images de plaisanterie voilà, qui ont été publiées une des images publiées par les internautes. Ce n'est pas l'image originale, non, évidemment. Je voulu demander s'il jouait avec une muselière, c'est pour ça que j'étais un peu inquiet quand même. On parle à présent de Madonna. Alors on parle de Madonna, on continue avec la dernière provocation en date de la superstar. Madonna qui a posté une photo d'elle sur Instagram en burqa avec un grillage doré sur les yeux. Alors le mystère reste entier, la seule explication possible réside dans le hashtag qui accompagne la photo, Unapologetic Beach, autrement dit le nom de son prochain disque avec Katy Perry. Voilà, vous pouvez toujours nous envoyer vos pronostics. C'est la promo en fait. Exactement. D'accord. À la troisième position, on reparle d'Amnesty International. On reparle d'Amnesty International. On en avait parlé dans cette émission cette semaine à propos de la dernière campagne Choc. Alors, campagne qui avait mis en scène Iggy Pop avec le message l'avenir du rock'n'roll, c'est Justin Bieber, mais on ne badine pas avec Justin Bieber, Julien. Et donc, Amnesty International a dû s'excuser auprès d'Iggy Pop. Amnesty International s'est excusé d'avoir fait une campagne contre la torture? Non, Amnesty International ne s'est pas excusé d'avoir fait une campagne contre la torture, elle s'est excusée d'avoir utilisé l'image d'Iggy Pop accompagnée de la légende. L'avenir du rock'n'roll, c'est Justin Bieber. Iggy Pop qui visiblement n'a pas apprécié. Justin Bieber, voilà. C'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi il avait apprécié ça. À la seconde place, on reparle du Nigeria. Voilà, et de Bring Back Our Girls. Alors c'était le 14 avril dernier, 276 lycéennes ont été tirées de leur sommeil par des membres de Boko Haram.
drame. Les plus chanceuses ont sauté des camions, les autres sont toujours aux mains de la secte islamiste et malgré la campagne internationale Bring Back Our Girls, eh bien, plus de 60 jeunes femmes viendraient d'être enlevées ce mardi. Alors on attend encore la confirmation des autorités nigérianes et pour l'instant, eh bien, les exactions commises par la secte islamiste continuent. Et on peut noter d'ailleurs que l'ex-première dame de France, Valérie Trierweiler, continue sur Twitter d'ailleurs d'en parler et de relever le sujet régulièrement pour rappeler l'attention des médias. Allez, on termine avec un sujet local. Alors avec un sujet local, la grande news de la semaine en Israël, c'est la construction du Skytrain à Tel Aviv, donc par la société Skytrain. On n'y croyait pas, on croyait le Skytrain utopique, mais pourtant, eh bien, ce moyen de transport futuriste serait bien en train de devenir réalité. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des nacelles qui contiennent 2 personnes et qui seraient suspendues par des rails électriques dans le ciel. Donc, on se croirait dans Retour vers le futur et pourtant, eh bien, Skytrain deviendrait réalité. Skytrain est aussi bon marché. Il faut savoir, pour terminer, que le projet devrait coûter 7 millions de dollars par kilomètre contre 75 millions pour un tramway. Absolument, et on recevra la semaine prochaine un des responsables de ce projet Skytrain qui a signé un accord avec l'industrie aéronautique israélienne qui nous expliquera comment ça fonctionne et où sont les essais. Merci beaucoup Laura Duhamel, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi 22h10 d'Israël pour de nouvelles infos en provenance du net. Bye, vous me manquez déjà.